Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire de présentation des appels à projets du plan de relance, France Relance. Donc, je m'appelle Thomas Landy, je suis chargé de mission pour le DLA des Hauts-de-Seine, mais en fait, aujourd'hui, on est quand même sur un mouvement assez collectif parce que sur les Yvelines, sur Seine-et-Marne, Essonne, ainsi que sur Paris et Val d'Oise, même si je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes de Val d'Oise aujourd'hui, on a un petit peu travaillé en collectif pour se dire où est-ce qu'il manque de l'information, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mal communiquées, et on pensait que du côté du plan France Relance, ils ont beaucoup parlé du montant total, mais un petit peu moins de la déclinaison opérationnelle sur comment ça peut concerner les structures ESS. Nous, on se rend compte que, enfin, on s'est rendu compte, notre analyse, c'est que la relance pour l'ESS va énormément passer, pas forcément par de la prime ou par de la subvention, mais beaucoup plus par de l'appel à projet. Donc quelque chose qui est une démarche un peu plus économie classique, si on peut dire, une démarche un peu plus compétitive. Et donc, pour nous, il y a plusieurs besoins du côté des structures ESS qu'on accompagne dans le cadre du DLA. C'est déjà de l'information, c'est peut-être de la méthodologie de réponse. Voilà. Donc, ce temps a un peu un double objectif. Déjà, sensibiliser le plus grand nombre à l'existence des appels à projets, essayer de brosser un premier niveau pour vous, pour voir à quel point la réponse à tel ou tel appel à projet est pertinent dans le cadre de votre projet associatif. Également, vous donner des premières bases de méthodologie pour vous mettre un petit peu en mode projet, comment on répond. Et nous, notre côté des DLA, c'est aussi un peu un temps, c'est quelque chose qu'on voulait faire, ce webinaire, mais sur un temps de 2 heures, on ne va pas répondre à tous les appels à projets qui existent. Donc, c'est aussi pour nous un moyen de faire un petit peu de prospection et de nous renseigner sur les besoins des structures que l'on accompagne pour voir s'il y a, suite à ce webinaire, nécessité de mettre en place au niveau départemental un peu des ateliers collectifs de réponse, que ce soit des ateliers plutôt méthodologiques sur comment on répond en général, ou si c'est un accompagnement un peu plus sectoriel. Par exemple, si une dizaine de structures sur un département nous dit on veut répondre à l'appel à projet numéro 1, par exemple, et bien on peut voir si on ne peut pas se mobiliser pour mettre en place un groupe de travail et avoir une plus grande efficacité ainsi. Donc voilà, je n'ai pas envie de prendre trop de temps parce que l'objectif étant d'avoir une présentation assez synthétique de Jean-Luc, mais également de laisser pas mal de place aux questions-réponses. Donc je vais me taire ici et laisser la parole à Jean-Luc qui va animer une grande partie de cette matinée. Merci. Je me présente rapidement. Donc, Jean-Luc Gadiou, moi je suis consultant en vie associative, économie sociale et solidaire. Voilà, j'ai un parcours d'une 30aine d'années dans l'éducation populaire et dans le mouvement associatif, en passant par le tourisme social, principalement à la Ligue de l'enseignement. En passant par le tourisme social, par le secteur vie associative en gestion d'un centre de ressources à la vie associative. Puis, je suis devenu délégué général d'une fédération d'éducation populaire pendant 6 ans avant de lancer en tant que consultant. Voilà, avec 2 reprises d'études, une pour passer un diplôme de responsable d'établissement touristique et l'autre pour passer un Master 2 de pilotage des organisations de l'ESS. Voilà, en gros, qui je suis, d'où je viens. Donc, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est de vous présenter les appels à projets, les 16 appels à projets qui ont été mis en place par le gouvernement dans ce contexte de crise et pour préparer la relance. Alors, ça va être une présentation synthétique de ces 16 appels à projets, parce que ce serait trop long d'abord de les décliner dans le détail, mais aussi pour laisser le plus possible la place aux questions-réponses. Alors, comme l'a dit Thomas, on va essayer de répondre, de regrouper les réponses. Après, est-ce qu'on aura toutes les réponses? Je ne sais pas. Si on n'a pas les réponses, j'essaierai de les trouver pour les faire parvenir après à Thomas, qui les transmettra. Voilà. Je me permets d'interrompre un instant concernant les questions. On verra dans la seconde heure s'il est possible d'un petit peu échanger avec tout ce qui est micro, ce sera quand même beaucoup plus sympathique. Lors du temps de la présentation, ce que je vous propose, c'est de mettre vos questions dans le chat. Ça, moi, je les note et je les fais remonter à Jean-Luc directement. Voilà, parce qu'on est 71, du coup, si on parle tous en même temps dans le micro, ça va être la cacophonie. Donc, je vous invite dans un premier temps à mettre vos questions dans le chat.
Alors, je vais partager un diaporama voilà, qui vous permettra de suivre un petit peu la présentation. Ce diaporama, moi, je le mettrai à disposition de Thomas pour vous le faire parvenir après la séance, en plus de l'enregistrement. Je partage donc ce diaporama et puis on commence. Donc, comme je vous disais, pour relancer l'activité de l'économie sociale et solidaire dans ce contexte de crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un plan de relance appelé France Relance, qui comporte 16 appels à projets accessibles aux structures de l'économie sociale et solidaire. Mais juste avant de présenter ces appels à projets, moi je voudrais ensemble qu'on échange sur des points de vigilance à avoir quand on répond à un appel à projet. Alors quel que soit l'appel à projet d'ailleurs, hein, pas forcément que dans ce contexte de France Relance, mais dans tous les appels à projets. Moi je crois qu'il faut qu'on soit vigilant. Quand on répond à un appel à projet, s'interroger d'abord sur le fait que l'appel à projet auquel on souhaite répondre correspond bien à son projet associatif et que ce n'est pas un simple effet d'opportunité. Je crois que c'est important de s'interroger là-dessus, de se re-questionner sur son projet associatif, y compris avec les parties prenantes de l'association. Voilà. C'est important de s'interroger là-dessus pour ne pas répondre à tout appel à projet qui ne serait pas au cœur de notre projet associatif. Deuxième point de vigilance, c'est, j'en ai un peu parlé, s'assurer que tous les acteurs de l'association qui vont participer à ce projet adhèrent au projet, que ce soit des bénévoles, des salariés, voire des partenaires. J'ai un problème de partage. Donc voilà, tout le monde adhère, en tout cas la majeure partie adhère au projet, parce que ce sera plus compliqué de le mettre en route si on n'a pas l'aval des parties prenantes du projet. Moi, il m'est arrivé de répondre à des appels à projets, je parle de mon expérience. Le responsable de service avait dit oui, ça peut être intéressant, donc j'étais lancé, et puis pas assez intégré dans la réponse, et donc après c'était compliqué de mettre en route, quoi. Ensuite, je pense qu'il faut vraiment s'assurer que vous êtes outillé pour répondre à cet appel à projet. Outillé en termes de moyens humains. Alors bien sûr, si c'est un gros projet, on peut recruter pour mettre en œuvre cet appel à projet. Mais quand même, il faut quand même se poser cette question-là. Est-ce qu'on est outillé en moyens matériels? Et là aussi, il faut bien regarder dans l'appel à projet, est-ce que les investissements sont possibles ou pas? Voilà, est-ce qu'ils sont pris en compte, pris en charge dans cet appel à projet ou pas? Et puis, être sûr qu'on est bien outillé d'un point de vue comptable et budgétaire, hein, parce que ça, c'est important. Est-ce que notre comptabilité est assez bien structurée de façon analytique pour pouvoir après répondre aux évaluations intermédiaires, au bilan final, voire au contrôle? Là, ça peut mettre en difficulté les associations. Moi, j'en ai accompagné quelques-unes qui, après coup, se sont aperçues que, notamment sur des subventions européennes, qu'elles avaient... je suis désolé, j'ai un vrai problème avec le partage. J'espère que ça ne va pas être tout le temps. Ça va être sinon un peu compliqué.
Voilà, voilà des associations se retrouvaient en difficulté parce que leur comptabilité n'était pas assez structurée pour pouvoir rendre les bilans. Donc ça, il faut bien s'interroger sur ce point-là. Ensuite, je crois qu'il faut s'interroger sur l'intérêt de partir sur un appel à projet seul ou avec des partenaires, d'autres partenaires associatifs, d'autres partenaires institutionnels. C'est cette notion de groupement solidaire, de consortium. De plus en plus, on voit apparaître dans les appels à projets ce genre de demande voilà, de constituer un collectif pour répondre à ces appels à projets. Et puis, faire attention aux effets de concurrence entre associations. On nous met, je pense, assez en concurrence sans qu'on se mette en concurrence nous-mêmes. Donc, peut-être se renseigner chez les partenaires pour savoir si l'autre association d'à côté part pas sur le même projet. Et si c'est le cas, comment on peut le faire ensemble, peut-être. Parce que ça peut avoir des effets destructeurs sur des territoires. Enfin, prendre attache, si c'est possible, avec les financeurs pour échanger sur votre projet, y compris pour essayer d'identifier si ça vaut la peine d'y consacrer du temps. Parce que certaines fois, en expliquant votre projet, le financeur peut vous dire bah, non, ce n'est pas adapté, vous ne serez pas retenu, donc voilà, ne perdez pas trop de temps là-dessus. Après, libre à vous de postuler ou pas, hein, mais c'est toujours bien en tout cas de prendre contact, attache avec les financeurs avant si c'est possible. S'assurer d'avoir une... Bon. Est-ce que tu voudrais que j'essaie de partager moi le diaporama? Ouais, je veux bien, j'essaye de te l'envoyer. Vas-y, je vais te parler en même temps. Alors, excusez-nous. On va retomber sur nos pattes. C'est pas grave, ça fait des petites pauses. Oui. Alors, hop. Hop. Il est parti. Donc, je disais, oui, c'est se poser sur la santé financière. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir une santé financière assez solide, notamment en termes de trésorerie, pour pallier à d'éventuels décalages de paiement. On peut avoir un beau projet qui soit économiquement viable, parce qu'on a bien travaillé son projet, que si quand on a tous les financements, ben, ce projet est viable sans problème. Mais le fait d'avoir des décalages de trésorerie, d'être payé que peut-être sur certains appels à projets, 30% à la commande, 70% une fois que le compte rendu est envoyé, ça peut nous mettre en difficulté de trésorerie suivant les appels à projets. Donc, je crois qu'il faut, ça peut nous mettre en danger. Donc, il faut bien s'interroger là-dessus avant, voir les conditions de financement, et puis voilà. Et essayer de négocier éventuellement, ou ne pas y aller si on estime qu'on peut se mettre en danger rapidement de trésorerie. Voilà, j'espère que ça va mieux marcher. Alors, je crois que c'est encore... Alors, c'est la diapositive d'après. Voilà. Et enfin, sur les points de vigilance, ça c'est un basique, mais il faut y penser, s'assurer qu'on dispose bien de tous les justificatifs qu'on nous demande, parce que ça peut nous bloquer le dossier. Voilà. Voilà, quelques points de vigilance.
Alors peut-être que je vois juste une question sur, sur la comptabilité. Pour répondre à cette question-là, c'est être en capacité de mettre en place une comptabilité analytique pour, pour vraiment mettre à part dans sa comptabilité tout ce qui concerne l'appel à projet. Voilà, c'est le basique d'une comptabilité analytique, mais ça facilitera grandement les bilans intermédiaires, le bilan final, et ça veut dire avant qu'il faut que notre comptabilité soit assez structurée pour qu'on puisse faire de l'analytique. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question en donnant... voilà, il faut... si vous avez plusieurs projets, il faut pouvoir mettre dans sa comptabilité à part tout ce qui est dépenses de fonctionnement, puis tout ce qui correspond à ce projet et à part les autres projets. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair. Est-ce qu'on prend quelques questions suite à ces points de vigilance, Jean-Luc? On peut. Quelques premières questions. Ouais. Effectivement, notamment dans tout ce qui était formulaire de réponse, on avait quand même pas mal de questions sur comment on répond, quelle méthodologie avoir, justement. Est-ce que peut-être tu peux donner 2-3 premiers éléments? Alors, sur la méthodologie, d'abord, il faut... Comment on se met en mode réponse à un appel à projet? Ouais. C'est ça la question derrière. Je pense qu'il faut s'être préparé. Dans quasiment tous les appels à projets, on retrouve à peu près, en tout cas, il y a des questions basiques qu'on va retrouver dans la plupart des appels à projets. Et moi, je dis qu'il faut se préparer à ça en essayant en amont, et ça vous servira dans beaucoup d'appels à projets, c'est de se mettre dans un fichier quelque part, se préparer des paragraphes qui vont pouvoir nous aider à répondre aux appels à projets. Par exemple, si vous appartenez à un réseau, que ce soit un réseau local, départemental, national, essayez dans un paragraphe de décrire ce mouvement, sa création, ses objectifs initiaux actuels, ses actions, la présence sur le territoire. Voilà. Si vous rédigez un petit paragraphe sur le réseau auquel vous appartenez à l'avance, voilà, ce sera fait et ça vous permettra de le mobiliser à chaque réponse aux appels à projets. Pensez aussi, toujours dans ce fichier, dans ce document préparatif, à décrire votre secteur d'activité, le secteur d'activité dans lequel vous évoluez, voir le secteur d'activité du projet. Je donne un exemple. Si vous répondez à un appel à projet sur le tourisme et que vous travaillez dans le secteur du tourisme social, je crois que c'est bien de qualifier ce qu'est le tourisme social. Parce qu'il faut toujours penser que si vous connaissez votre secteur d'activité très bien, la personne qui va lire votre réponse, elle ne connaît pas forcément votre secteur d'activité spécifique. Donc, préparez-vous un paragraphe sur la description de votre secteur d'activité. Parce que ce n'est pas pareil de dire notre projet se déroule dans le secteur du tourisme et notre projet se déroule dans le secteur du tourisme social. Voilà. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ça veut dire que c'est bien de le décrire, de le qualifier, ce qu'est le tourisme social. Ça, si vous vous êtes préparé ce petit paragraphe avant, voilà, c'est fait et vous pouvez le mobiliser quand vous voulez. Ensuite, préparez-vous un petit historique de votre association. La date de création, l'objet social, les dates, les moments clés de votre association, et puis ce qu'est votre association aujourd'hui. Décrire votre association, ses différents secteurs d'activité, ses actions, le nombre de salariés, le nombre de bénévoles, le nombre de volontaires, des données économiques sur votre association. Enfin voilà, préparez-vous tout ça, les bénéficiaires, les partenaires, de façon assez synthétique, en faisant ressortir des points clés
Quand je parle de données économiques, c'est votre chiffre d'activité, c'est par exemple votre pourcentage de subvention. Enfin, voilà, faites ressortir des points clés de votre activité. Voilà, et puis après, donc une fois que vous vous êtes préparé tout ça, vous l'avez, et ça, vous pouvez le mobiliser, parce que ça, ce sont des questions qu'on va vous poser dans quasiment tous les appels à projets. Et donc, se préparer à répondre, ben voilà, c'est préparer ce document-là, ce fichier-là, et le mobiliser quand vous voulez. Parce qu'après, ben, c'est la partie... et puis, en préparant ce fichier-là, on va aussi s'apercevoir qu'il nous manque quelques outils, par exemple des indicateurs d'activité, par exemple une présentation synthétique de notre budget. Et voilà, si vous vous préparez à ça, vous pouvez le mobiliser facilement quand vous allez répondre. Ensuite, c'est la description du projet pour lequel vous répondez à l'appel à projet. Donc ça évolue à chaque appel à projet en fonction de chaque appel à projet. Mais au moins, là, il faut aussi le décrire, une description synthétique du projet. Pensez à décrire dans votre projet à quel besoin répond votre projet. Là, il faut mobiliser des éléments diagnostiques. Alors, il ne faut pas les inventer, mais sur quasiment tous les secteurs, il existe des éléments diagnostiques. Donc, il faut les mobiliser, en faire part. Essayez d'étudier aussi, entre guillemets, ses concurrents. Enfin, en tout cas, quelle offre il existe sur le territoire et comment on va être complémentaire de cette offre-là. Parlez aussi des opportunités. Quelle opportunité on a à développer ce projet en ce moment. Est-ce que c'est parce qu'on a recruté une personne qui est compétente dans ce domaine-là et parce qu'il y a quelque chose qui se crée sur le territoire qui nous fait dire que c'est le bon moment pour se lancer? Est-ce que c'est parce que ça répond à un besoin auquel on n'a pas répondu sur le territoire, mais là c'est le moment et on y va? Bon, voilà. Bien décrire son projet, sa politique tarifaire, son organisation, les moyens humains qui vont être dédiés à ce projet. Est-ce qu'on va recruter? Est-ce que ça va être une nouvelle répartition des salariés qu'on a ou des moyens humains qu'on a? Voilà, bien préparer son budget, bien sûr, son budget en termes de financement, mais aussi de cofinancement. Et pensez aussi à la part d'autofinancement que vous allez pouvoir mettre ou non dans cet appel à projet. Préparer en quoi ce projet va vous faire changer d'échelle, par exemple. Ça, c'est des questions qui peuvent revenir souvent dans les appels à projets. Donc, se préparer à répondre à cette question-là, ça veut dire qu'on se l'est en collectif, qu'on y a réfléchi avant, comment on va communiquer sur notre projet, enfin voilà. Et puis, comment on va évaluer notre projet. Okay. Merci pour ces grandes lignes. Jean-Luc, je te propose d'en prendre une deuxième, juste avant de passer à la présentation synthétique. On a une question super intéressante sur la comptabilité, mais un peu technique, donc je te propose de la garder pour après. Oui. Je te propose de répondre à la question de Jamila sur ma question est comment on gère le temps de crise avec la rareté des financements et la réticence des financeurs. J'imagine qu'au-delà de ça, c'est un petit peu parler de pourquoi répondre à appel à projet et en quoi souvent c'est aussi un substitut pour une baisse de subvention, par exemple. Et quant à la question, appel à projet sont ouverts à toutes les associations et structures privées. Dans le cadre, si je ne me trompe pas, ces appels à projet sont quand même assez spécifiquement orientés ESS. Mais évidemment, toutes les structures de l'ESS, juridiquement, ont le droit d'y répondre, associations, entreprises ESUS, SKIC, SCOP, etc. C'est ça. Donc, mais aussi collectivité territoriale dans certains cas. Alors, sur comment gère-t-on la rareté des financements? Quoi répondre à ça? Effectivement, il faut se battre pour aller chercher ce qu'il y a d'existant, et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus une logique un peu néolibérale de compétition entre associations pour avoir les derniers sous de l'État, quoi. C'est ça, c'est bien en essayant de réfléchir à comment on va hybrider nos ressources et donc comment on ne va pas asseoir notre budget de fonctionnement que sur de la subvention, parce qu'on sait très bien ça qu'à terme, au mieux, ça se maintient, les financements se maintiennent alors que nos charges, elles,
augmente avec le coût de la vie. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, le delta il diminue, et donc il va bien falloir réfléchir à comment on va hybrider nos ressources. Une façon d'hybrider nos ressources, c'est de répondre à ces appels à projets. Alors, je sais que ce n'est pas toujours simple, je sais que mais malheureusement, je pense qu'on va être de temps en temps obligé de passer par là. Alors après, dans ces temps-là de crise, il y a toutes les aides dont on a pu bénéficier, hein, que ce soit les fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État pour les questions de trésorerie, parce que c'est ce qui peut nous mettre en danger très rapidement. Malheureusement, moi, je n'ai pas de solution miracle autre que celle-ci. Je ne sais pas si je peux aller plus loin là-dessus, mais malheureusement, je n'ai pas d'autre réponse que ça, quoi. Et du coup, je te propose d'enchaîner sur ton propos principal, qui est du coup là, quand même la raison pour laquelle la plupart d'entre vous sont là aujourd'hui, qui est pour une présentation de ces appels à projets, pour voir s'il y en a sur lesquels votre association ou votre entreprise peut se positionner. OK. Alors, pour revenir à ces appels à projets, donc 16 appels à projets ont été mis en place par le gouvernement. Et ces 16 appels à projets s'articulent autour de 6 thèmes, 6 secteurs. La solidarité, l'agriculture et l'alimentation, la culture et le tourisme, le sport, le numérique et 2 appels à projets qui ne sont pas classifiés. Un outil qui a été aussi mis en place, alors je vous le ferai peut-être voir après si je peux partager, mais après le diaporama, on pourra revenir dessus. Un outil qui a été mis en place par la Banque des Territoires en lien avec le secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire. C'est un outil en ligne qui permet, en renseignant la typologie de cette structure. Est-ce qu'on est une association? Est-ce qu'on est une coopérative, une mutuelle? Voilà. En répondant, en renseignant le nombre de salariés, son secteur d'activité, l'impact de la crise sur son activité. Voilà, on a 4-5 questions à répondre comme ça sur cet outil en ligne qui permet de qualifier un peu notre association et puis qui oriente vers une liste de contacts et qui permet d'accéder rapidement à des informations adaptées à sa situation. Donc cet outil en ligne, là, il a été mis en place par la Banque des Territoires. Thomas, tu peux peut-être défiler le diaporama. Encore une. Voilà. Donc vous avez l'adresse là. Vous l'aurez sur le diaporama quand vous aura envoyé. Mais ça peut être intéressant d'essayer cet outil-là. N'hésitez pas en tout cas à le faire. Alors, pour les appels à projets, donc autour de la solidarité. Premier appel à projet, le soutien aux associations de lutte contre la pauvreté. Là, les financements sont destinés à soutenir des projets structurants portés par des associations contribuant par leur action donc à la lutte contre la pauvreté, quelle que soit la taille de l'association. Voilà. Appel à projet qui est porté sur différents thèmes. La lutte contre la précarité alimentaire, là, c'est plus l'accès aux biens essentiels, que ce soit en alimentation, mais aussi en hygiène. Donc, l'accès aux droits des personnes les plus éloignées et les plus en difficulté. Et aussi le soutien aux familles, notamment durant les 1000 premiers jours d'un enfant. Voilà.
Ça, c'est les thématiques qu'on peut développer dans cet appel à projet de lutte contre la pauvreté, puis l'insertion sociale et professionnelle. Voilà. Ces appels à projets seront financés autour de plusieurs axes nationaux. Promotion des services innovants, favorisant l'accès de chacun à une réponse à des difficultés sociales. Ça, c'est l'axe 1. Donc, il faut faire rentrer ces appels à projets soit dans cet axe 1, soit dans l'axe 2, qui est la modernisation des dispositifs d'accès aux biens essentiels. Voilà, ce sont des projets qui encouragent l'autonomie des personnes pour accéder à ces biens. Et puis, l'axe 3, qui est la modernisation ou l'optimisation des systèmes d'information et des infrastructures des associations. Voilà, ça, ce sont les 3 axes prioritaires. Donc, la promotion des services innovants favorisant l'accès de chacun de façon plutôt autonome. La modernisation des dispositifs d'accès aux biens essentiels, et puis l'optimisation des systèmes d'information et des infrastructures, notamment des associations. Ça, ce sont les axes nationaux, mais ils pourront être déclinés de façon régionale. Mais là, on n'a pas toutes les déclinaisons régionales, mais vous aurez possibilité d'y avoir accès en suivant ce lien-là. Qui peut bénéficier de cet appel à projet? Toutes les associations ou groupements de structures autour d'une association. On est dans cette notion de consortium, de groupement solidaire. Là. On voit que là, c'est bien identifié dans l'appel à projet, donc c'est important, je vous le disais tout à l'heure, d'y réfléchir. Les associations ayant un objet social actif de lutte contre la pauvreté. Donc on revient à ce que je vous disais sur les points de vigilance tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut avoir réfléchi. Quand je vous disais, réfléchissez au fait que cet appel à projet correspond bien à l'objet social de l'association. Là, c'est même indiqué dans l'appel à projet. Ça veut dire que, de mon point de vue, si vous répondez à cet appel à projet et que dans votre objet social, il n'y a pas cette notion de lutte contre la pauvreté, je ne suis pas sûr que vous soyez retenu. Donc, c'est en ça qu'il faut bien réfléchir au fait que l'appel à projet correspond bien à son projet, à son objet social. Alors après, cet objet social, on peut le faire évoluer, hein, mais il faut s'interroger là-dessus. Et puis, on le disait aussi tout à l'heure, le projet doit s'appuyer sur un ou plusieurs cofinancements. Voilà. Ça ne peut pas être que le projet ne peut pas être financé que par cet appel à projet. Là aussi, il n'y aurait pas accès si c'était le cas. Sur le calendrier de cet appel à projet, donc bon, il y a eu une première vague qui était, les réponses étaient attendues avant le 15 janvier 2021, donc c'est terminé. Et puis, il va y avoir une deuxième vague d'appels à projet entre avril et juin 2021. Je n'ai pas plus de renseignements que ça. Par contre, vous pouvez toujours aller voir sur le lien qu'on vous a donné tout à l'heure pour essayer de voir quel appel à projet avait été lancé entre le 4 novembre et le 15 janvier sur votre région. Ça vous donnera une idée de à quoi ça peut ressembler cet appel à projet. Voilà, pour le premier appel à projet de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté. Deuxième appel à projet, toujours dans le cadre de la solidarité, faciliter l'accès à l'alimentation des personnes hébergées à l'hôtel. Donc là, la réponse, cet appel à projet doit être mis en place pour répondre durablement et favoriser l'autonomie des personnes qui sont hébergées à l'hôtel à l'alimentation. Alors, on peut mettre en place dans ce cadre-là des tiers-lieux, des cuisines partagées, des lieux de restauration mobile ou des restaurants solidaires.
Voilà. Ce sont généralement des publics soit qui ont été relogés à l'hôtel parce que ces personnes vivaient dans la rue, parce que c'est peut être des primo-arrivants de temps en temps. Donc, cet appel à projet est fait pour répondre à ces besoins-là, de l'accès à la restauration. Là, qui peut en bénéficier de cet appel à projet? Cette aide peut être sollicitée par des associations donc, ou des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. C'est là où on disait tout à l'heure, effectivement, ces appels à projets sont ciblés sur des structures de l'économie sociale, mais des structures des collectivités ou des structures paracollectivités peuvent y répondre aussi. C'est une subvention d'investissement dans ce cadre-là qui est accordée par l'État. Donc là, on est bien dans le cadre d'une subvention. Dans ce cadre-là, une subvention d'investissement. Ça veut dire que ça va financer du matériel, de l'équipement. Pas forcément que le projet, quoi. Date limite de réponse à cet appel à projet, entre le 12 janvier et le 19 mars, donc c'est passé. Je vous l'ai présenté quand même parce que ce sont des appels à projets qui peuvent être, peut-être, j'en ai pas la certitude, qui peuvent être déclinés une nouvelle fois. Donc bon, voilà, en tout cas, c'était un des appels à projets, un des 16 appels à projets dans le cadre du plan de relance. Pardon, je bois un petit coup. Troisième appel à projet, là c'est un appel à manifestation d'intérêt pour la fabrique des territoires. Là, l'objet est de soutenir 360 fabriques de territoires, qui sont définies comme des tiers-lieux. Hein. Pour moitié, ce sont en quartier prioritaire de la politique de la ville, ou à proximité immédiate de ces quartiers, et pour moitié hors des grands centres urbains. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle, quelles sont ces fabriques de territoire? Donc, ce sont bien des tiers-lieux, des espaces physiques pour faire ensemble. Alors, ça peut être du coworking, campus connectés, des friches culturelles, des maisons des services. Et souvent, ces fabriques de territoire sont développées grâce au développement du numérique. Mais chaque lieu a sa spécificité, son fonctionnement. Donc, on est bien sur un endroit collectif où on fait ensemble, on met à disposition de la ressource ensemble, des locaux. Voilà, c'est bien ce que sont ces fabriques de territoire. Et l'État soutient à hauteur là de 75 000 à 150 000 euros sur 3 ans ces fabriques du territoire. Voilà, ça laisse sur 3 ans, ça laisse le temps aux associations de se structurer, de conforter leur modèle économique. Qui peut candidater sur cet appel à projet? Là aussi, des entreprises publiques ou privées, agréées ESUS, économie sociale et solidaire, hein, les fondations et les associations, mais aussi des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique, les collectivités territoriales et les syndicats mixtes. Donc on voit que c'est effectivement ciblé sur des projets d'économie sociale et solidaire, mais que certaines structures qui ne rentrent généralement pas dans le cadre du champ de l'économie sociale et solidaire peuvent répondre quand même à ces appels à projets. Sur la date limite de réponse à ces appels à projets, donc on peut répondre jusqu'au 30 décembre 2021. Là, il va y avoir des vagues d'appels à projets, il y aura 6 vagues d'appels à projets,
Et généralement, les dates de dépôt seront le 30 du mois de chaque fin de trimestre. 60 nouvelles fabriques seront sélectionnées parmi les projets développés avant le fin juin. On a une question de Corinne, j'imagine, sur cet appel à projet-là. Oui. Est-ce que cette aide de l'État concerne aussi bien l'investissement que le fonctionnement? J'imagine que c'est ça la question. Si c'est ça, oui, je crois que c'est de l'investissement et du fonctionnement. On peut avoir les deux, mais je vais le vérifier, mais il me semble. On a une seconde question sur la mise sur de territoire. En quoi le déploiement du numérique est-il important? Est-ce une condition pour pouvoir répondre à cette AMI? Anne, je ne sais pas, Anne de White Project, je ne sais pas si tu sais répondre à cette question-là, toi. Moi, pour avoir candidaté à cet appel à projet dans une expérience professionnelle précédente, de mémoire, une partie de l'appel à projet ne porte pas sur le numérique, mais vu qu'à la base, c'est surtout un outil de réduction de la fracture numérique, notamment sur des territoires ruraux, c'est censé en avoir en partie sur ces territoires-là. Mais je parle sans trop savoir. Donc, Anne, si tu as la réponse précise. Non. Ok, on va regarder ça du coup. Ouais, non, je ne crois pas que ce soit éliminatoire si on n'a pas un projet autour du numérique. Non, il me semble que c'était peut-être la toute première édition de cet appel à projet. La toute première vague portait vraiment sur des fabriques numériques de territoire, oui. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. On passe à l'appel à projet suivant. Alors, quatrième appel à projet, soutien de l'entrepreneuriat en territoire fragile. Donc, cette mesure-là finance des réseaux d'accompagnement des entreprises et des opérateurs qui réalisent des actions au bénéfice des jeunes entreprises, très petites entreprises. L'objectif est bien là de soutenir la création ou la reprise d'activités économiques dans les secteurs fragiles, les zones rurales, les cœurs de ville. Donc là, on s'adresse plutôt à des réseaux d'accompagnement des entreprises. Le programme de soutien sera lancé en tout cas en zone fragile, sera lancé par la BPI en début 2021 avec un financement de la Caisse des dépôts. On est plutôt là sur du financement de réseaux d'accompagnement, alors mais aussi quelques opérateurs, mais on est plutôt sur du réseau d'accompagnement et dans une 60aine de territoires. Ce sont des projets qui pourront aller jusqu'à 3 ans, qui pourront être financés jusqu'à 3 ans. Donc, bon, voilà, programme destiné au réseau d'accompagnement des entreprises qui opèrent pour le compte de créateurs, de repreneurs cédants ou de très petites entreprises ayant moins de 5 ans d'existence. Donc, on voit que c'est plutôt sur du lancement de projet. Et le programme, la date limite de réponse pour cet appel à projet voilà, sera à partir du premier trimestre 2021. Mais là, je n'ai pas plus d'infos pour le moment. En tout cas, le contact pour avoir des informations, si ça vous intéresse, sur cet appel à projet, c'est bien la BPI. À noter qu'il y a quand même pas mal d'appels à projets. Je pense notamment à d'autres qui vont venir, quartier culturel et créatif notamment. Ils sont annoncés premier semestre 2021, mais il n'y a pas plus d'infos disponibles. Du coup, ce qu'on vous invite à faire, c'est de mettre en place un peu une sorte de cellule de veille, si je puis dire, le mot un peu fort, mais de bien regarder, disons, au moins de manière hebdomadaire, recliquer sur le lien de la page du ministère pour voir s'il y a des choses qui ont été actualisées. Dans de nombreux cas, on a informé du lancement de cet appel à projet, mais on n'a pas plus de détails que ça. Et les détails vont arriver, à mon avis, le jour du lancement, lorsque le dossier de candidature sera édité. C'est ça, il y a des appels à projets, je pense notamment au secteur culturel, par exemple, qui sont encore assez flous.
Bon, on n'a pas grand-chose dessus, mais voilà, d'y être sensibilisé, ça permet aussi de s'intéresser et de rester en veille, quoi. Cinquième appel à projet, le Fonds d'avenir bio. Donc là, ça s'adresse aux acteurs, aux opérateurs économiques impliqués dans la production biologique et engagés dans une démarche durable et de développement de l'offre biologique. Là, la spécificité de cet appel à projet sur le Fonds d'avenir bio, c'est d'impliquer différents partenaires des différents maillons de la chaîne alimentaire. Là, ça s'adresse vraiment, c'est bien un appel à projet collectif où il faut intégrer les producteurs, les transformateurs, les distributeurs. Là, il faut que ce soit toute une filière. Il faut réfléchir ça en termes de filière. Cet appel à projet va fonctionner via des appels à projets réguliers chaque année, hein, et se permettra de financer des investissements matériels, mais aussi immatériels. Ça veut dire que là, on peut faire financer de l'étude de projet, de l'ingénierie en tout cas. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est pas tout le temps, mais c'est bien des projets qui s'inscrivent dans une démarche de filière. Là, qui peut bénéficier de cet appel à projet, c'est tout acteur économique impliqué dans la production bio qui peut bénéficier de ce fonds, que ce soit des sociétés, des coopératives, des associations ou des groupements d'opérateurs. Les critères d'éligibilité de ces projets, je vous en ai un peu parlé, c'est bien un engagement des partenaires à différents stades des filières, producteurs, entreprises de stockage, de conditionnement, de transformation, de distribution. Là, il faut bien réfléchir. Alors, c'est un appel à projet un peu lourd, mais il faut le réfléchir en termes de filière. Un programme d'action cohérent sur 3 ans, il faut présenter, même si la mesure porte sur moins de temps. Mais en tout cas, il faut proposer un programme d'action sur 15 ans. Budget prévisionnel de 50 000 € d'investissement minimum sur 3 ans et une demande d'aide plafonnée à 1,2 million d'euros par projet et à 700 000 € par bénéficiaire. On voit que c'est un projet quand même là assez conséquent, hein. Les projets qui auraient moins de 50 000 € hors taxe d'investissement ne seraient même pas retenus. Donc, bon, là aussi, c'est pour essayer d'épurer un peu et de faire un premier tri sur plutôt du projet assez important. Date limite de réponse. L'appel à projet est ouvert depuis le 13 janvier et par vagues successives sera en continu jusqu'au 1er septembre 2022. Donc là, l'appel à projet est sorti. Vous pouvez le télécharger à l'adresse qui est indiquée ici. 6e appel à projet. L'appel à projet, structuration des filières agroécologiques. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être passer un peu vite parce que le temps passe et si on veut avoir du temps en questions-réponses. Donc là aussi, ça vise à accompagner des projets structurants qui s'inscrivent dans une démarche collective, mobilisant les différents maillons, hein, un peu comme le précédent, pour créer de la valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs. La création de nouvelles filières, notamment agroécologiques. L'accompagnement prend la forme d'une subvention. Il sera possible de financer là aussi des dépenses immatérielles et des investissements. Là aussi, on peut faire financer de l'étude, de l'ingénierie, mais aussi de l'investissement. Ça, c'est important de regarder à chaque fois ces données-là, parce que des fois, certains appels à projets ne financent que du fonctionnement, mais pas des investissements immatériels ou des investissements matériels. D'autres financent et du fonctionnement et de
du matériel, mais pas de l'immatériel. Donc, il faut bien regarder tout ça. Parce que là aussi, ça peut, en fonction de ce qui est financé, ça peut engager d'autres dépenses pour l'association, et donc il faut bien le prévoir. Tous les acteurs de la filière agricole ou agroalimentaire peuvent candidater, déposer un dossier. Que ce soit les exploitants agricoles, les organisations professionnelles, les coopératives, des entreprises de transformation agroalimentaire. Voilà. Et les projets devront être déposés par un chef de file d'un consortium d'acteurs. Je vous disais tout à l'heure, certains appels à projets incitent et obligent quasiment ces consortiums d'acteurs, mais il faut qu'il y en ait une structure qui soit désignée en tant que chef de file. Et là, quand on répond à ce genre d'appel à projet, il faut y compris décliner par convention avec les autres acteurs de cet appel à projet. Date limite de réponse vous avez jusqu'au 31 décembre 2022. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'acteurs ici aujourd'hui qui sont concernés par cet appel à projet. Septième appel à projet, toujours autour de l'agriculture et de l'alimentation. Là, c'est le soutien au développement de l'alimentation locale et solidaire. Ça peut éventuellement concerner plus d'associations qui peuvent être présentes aujourd'hui. Donc là, c'est des mesures qui visent à soutenir des projets portés par des têtes de réseau ou des acteurs de la société civile, de l'économie sociale, en faveur de l'alimentation locale et solidaire, dès lors qu'ils garantissent l'accès à une alimentation saine, sûre, durable, locale, pour les citoyens qui en sont le plus éloignés. Donc, ça peut prendre la forme d'élaboration de paniers d'alimentation, de préparation et de distribution de repas, mais aussi de cuisine, là encore, partagée, ou de marché solidaire. Ça peut prendre plusieurs formes. Là, cet appel à projet se décline de deux façons. Un volet national, là, qui est plutôt pour les têtes de réseau, et là, qui vont financer des projets structurants et innovants des têtes de réseau. Et puis un projet, un deuxième volet qui est plus sur les projets locaux, là pour soutenir les acteurs locaux autour de 3 thèmes principaux: le soutien aux producteurs ayant une démarche collective de structuration et d'approvisionnement aux produits locaux. Deuxième thème, le soutien aux associations, start-up, très petites entreprises et moyennes. Projet de mise à disposition d'une alimentation, là aussi de qualité, c'est bien un projet de structuration, de mise à disposition. Ouverture de locaux, livraison de paniers par exemple. Et puis le soutien aux initiatives de développement de commerce solidaire ambulant. Plutôt destiné là aux particuliers, aux personnes isolées, avec revenus modestes. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes à développer. Qui peut bénéficier de cet appel à projet? Tous les acteurs engagés dans le développement de l'accès aux produits locaux. Là, on est bien dans le développement de l'économie circulaire et locale. C'est un des points qu'on a pu voir se développer dans le cadre de cette crise, et c'est une façon aussi d'essayer de maintenir cette dynamique-là. Les appels à candidature départementaux sont ouverts depuis le 23 janvier, et pour ça, il faut contacter votre direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour plus d'informations. Huitième appel à projet, là on passe sur la thématique culture et tourisme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les appels à projet qui concernent la culture sont encore un peu vagues, donc on n'a pas trop d'informations précises sur l'appel à projet, ni même sur les dates de sortie. Premier appel à projet dans ce cadre-là, c'est les quartiers culturels créatifs
Là, ça vise à soutenir la création et le développement d'espaces dédiés à la culture. L'objectif est de fédérer et d'animer des équipements culturels, alors bibliothèques, médiathèques, salles de spectacle et des commerces culturels. Là, l'objectif est d'inciter à la constitution de quartiers culturels créatifs, d'inciter à la création de tiers-lieux culturels qui doivent se structurer autour de 3 axes. Un dispositif d'accompagnement dédié aux professionnels de la culture, type pépinière, incubateur, espace de coworking. Un espace ouvert au public qui pourrait accueillir des expositions temporaires, des boutiques éphémères, voilà, des ateliers de création. Et puis, si possible, la mise à disposition de locaux à loyer modéré. Là, c'est notamment pour essayer de développer ces commerces de proximité culturelle dans le cadre notamment où l'activité n'a pas permis de maintenir cette activité dans les cœurs de ville. Qui peut bénéficier de ces appels à projets? Donc, les porteurs de projets publics ou privés, dont les associations. Hein. Et le calendrier de mise en œuvre, là, c'est premier semestre 2021, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Malheureusement, alors que c'est un secteur très impacté par la crise, les appels à projets tardent un peu à arriver. 9e appel à projet, toujours dans le domaine de la culture. Donc, c'est le soutien des artistes et créateurs avec un programme exceptionnel de commande artistique. Donc là, ce seraient des projets qui réuniraient toutes les disciplines des arts visuels au spectacle vivant, hein, en passant par la littérature, par le cinéma, etc. Là, ce serait a priori un grand plan de commande artistique partout sur le territoire. Ce sont des projets qui favoriseront notamment la collaboration et des protocoles privilégiant les initiatives de la société civile, et aussi de nombreux partenariats avec les collectivités territoriales, notamment par la commande artistique par ces collectivités. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, ça reste encore un peu flou, mais ce sera notamment pour le soutien aux jeunes créateurs également. Donc, ce plan-là devrait se combiner autour de plusieurs modalités. D'abord, 4 appels à projets thématiques ouverts à plusieurs disciplines. Voilà, j'ai cherché, mais ils ne sont pas encore sortis. Et plusieurs projets de commandes artistiques qui feront, par les collectivités notamment, qui feront l'objet d'appels à candidature. Pour ce qui est du calendrier, ça devrait être prochainement, jusqu'à mai 2022, mais voilà, là, pas d'informations plus que ça. Peut-être que là, il faut essayer de contacter les DRAC notamment, la Direction régionale des actions culturelles, peut-être les DDCS, mais pour l'instant, pas d'autres informations que celle-ci. Dixième appel à projet, là, autour du tourisme cette fois. Là, ce sont des fonds de tourisme durable destinés à soutenir des initiatives en termes de tourisme durable. Là, ça peut être, par exemple, la structuration des structures de tourisme pour modifier, pour faire des économies d'énergie, pour faire de l'investissement sur de l'énergie durable, par exemple. Mais ça peut aussi venir financer de l'ingénierie, de l'étude. Voilà.
Les opérateurs qui peuvent en bénéficier, les opérateurs de tourisme, que ce soit là aussi des structures du secteur marchand, mais j'imagine Agrésus, les associations, les SCOP. Là, ça vient essayer de financer les restaurateurs et les hébergeurs, notamment implantés en zone rurale. Donc, voilà, les opérateurs exerçant des activités de restauration, notamment dans les communes de moins de 20 000 habitants. Et puis, les hébergeurs, là aussi, en particulier là aussi dans les territoires ruraux. Ce sont bien des projets de rénovation énergétique, de plans d'économie circulaire, de plans d'économie d'énergie. C'est ce que va venir financer cet appel à projet. Là, pour en bénéficier, il faut contacter l'agence de transition écologique, anciennement l'ADEME. C'est cette agence qui est désignée pour gérer les fonds de tourisme, les fonds de tourisme durable. Cet appel à projet devrait être lancé prochainement, là aussi jusqu'à fin 2022. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Non, c'est pas beaucoup plus. Je tiens à préciser, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ADEME. Oui. Évidemment, on ne présente que les appels à projets du plan relance, mais il y a évidemment les fondations qui ont leurs propres appels à projets. Donc ça, c'est aussi à vous de mettre en place vos propres veilles. Moi, je voulais inciter. Sur le site de l'ADEME, il y a d'autres, il y a quand même pas mal de financements ouverts, que ce soit dans le cadre de France Relance ou des financements habituels de l'ADEME pour la transition écologique et le développement des pratiques de développement durable au sein des associations et entreprises. Les régions aussi, les régions essayent d'aider les structures de tourisme à passer cette crise en développant leur propre appel à projets. Je sais qu'il y a des plans montagne qui sont en train d'être mis en œuvre. Voilà, il y a d'autres plans. Donc là, il faut aller fouiller effectivement sur l'ADEME, sur les sites des conseils régionaux, voire interpeller son conseiller régional de circonscription. Là, il faut aller fouiller au-delà du plan de relance. C'est vrai que le plan montagne concerne un petit peu moins notre région. Effectivement. Onzième appel à projet. Alors, donc, 11e appel à projet, soutien à la transformation numérique du sport. Donc là, ça vise à soutenir la transformation numérique des fédérations sportives en vue de développer des nouveaux services. Donc là, ce sont bien les fédérations sportives agréées qui peuvent bénéficier et non pas, comme ça a pu être dit à un moment, les associations affiliées, mais bien les fédérations. Pour en bénéficier, il faut que les fédérations intègrent dans leur projet fédéral de développement une stratégie liée au numérique et de l'intégrer dans leur contrat de développement 2021-2024 qui vont être mis en place avec l'Agence nationale du sport. Et là, les projets qui seront retenus feront l'objet d'une subvention annuelle. Sur le calendrier, donc premier semestre 2021, là c'est la transmission des projets des fédérations liées au numérique à l'Agence nationale. La sélection des projets donc retenus fera l'objet d'une signature d'un contrat avec l'Agence nationale du sport. Là, pour se renseigner, il y a le portail des fédérations et bien sûr l'Agence nationale du sport, mais ça concerne, je le répète, vraiment là que les fédérations sportives et non pas les associations affiliées à une fédération. 12e appel à projet, soutien à l'emploi des jeunes dans le sport. Donc là, dans le cadre du plan Un jeune, une solution, là, vous avez un site dédié pour ça. Il y a diverses aides à l'emploi pour les jeunes. Mais dans le cadre de France Relance, 2500 jeunes seront orientés vers les emplois du sport. Toujours dans le cadre de l'action de l'Agence nationale du sport. Pour 2021-2022, des crédits supplémentaires vont être alloués.
que ce soit pour les jeunes issus de formation de l'enseignement supérieur, de formation universitaire ou de formation professionnelle du ministère. 2021, il devrait y avoir 1500 jeunes supplémentaires. 2022, 1000 jeunes. Et là, c'est une aide qui est octroyée par l'Agence nationale du sport qui peut représenter jusqu'à 40% du coût moyen des salaires. Le montant peut atteindre 12 000 € par an sur 3 ans. Donc, ça fait une aide quand même assez intéressante sur notamment des agents de développement sportif. Donc là, par contre, qui peut en bénéficier? Les structures déconcentrées, hein, comité départemental, comité régional, ligue régionale, mais aussi associations affiliées à une fédération sportive agréée. Voilà. Les associations là, locales peuvent candidater, mais il faut être affilié à une fédération agréée. Les groupements d'employeurs aussi peuvent bénéficier de cette aide. Bon, voilà. Il y en a quelques-uns qui sont mis en place sur tout le territoire. Calendrier de mise en œuvre, premier semestre 2021, lancement des appels à projets territoriaux. Et troisième trimestre, sélection des lauréats. Donc, et versement des subventions fin 2021. Donc là, vous pouvez aller voir sur le site du ministère du Travail et de l'Emploi ce plan, un jeune, une solution. Il y a quelques aides qui sont déclinées dans ce plan-là. 13e appel à projet, donc soutien aux emplois des jeunes dans le sport et de l'éducation par l'intermédiaire de postes FONJEP, de fonds de coopération jeunesse et éducation populaire. Ça, c'est un fonds qui existe depuis des années et des années. Les appels à projets territoriaux ont été lancés fin 2021. Les jeunes recrutés dans ce cadre-là pourront l'être début 2021. Là, c'est en cours de recrutement. Là, il faut s'adresser... alors, normalement, 2000 postes seront soutenus dans ce cadre-là. Et c'est une aide d'un montant à peu près de 7 000, 7 100 € par an sur 3 ans, qui est payé normalement tous les trimestres. Donc ça, c'est une aide à l'emploi. Ça ne couvre pas l'intégralité d'un poste, 7 000 €, mais ça peut être une aide non négligeable. Qui peut en bénéficier? Les associations qui embauchent des jeunes de 18 à 30 ans. Et puis là, les instructeurs de ces appels à projets sont les DDCS ou les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de votre région. On passe sur les appels à projets qui concernent le numérique. Donc, 14e appel à projet, la période de l'investissement en faveur de l'inclusion numérique. On a vu dans cette période-là de confinement que l'accès au numérique était indispensable, que ce soit pour télétravailler ou pour avoir accès à la télémédecine, par exemple, ou pour les systèmes d'éducation. Mais on s'est aperçu aussi que les personnes qui n'avaient pas accès à ces services en ligne ou pas facilement se retrouvaient exclues de ces services. Et donc là, ces appels à projets viennent financer un investissement qui vise à favoriser l'appropriation accélérée de ces nouveaux usages numériques. Voilà, c'est bien pour essayer de faire en sorte que les personnes les plus éloignées du numérique ne soient pas exclues de ce développement-là. Donc, un effort d'investissement autour de 3 actions: favoriser la formation et le recrutement de plusieurs milliers de médiateurs numériques, voilà, pour proposer des ateliers d'initiation au numérique au plus proche de chaque personne.
généraliser sur tout le territoire des outils simples et sécurisés pour permettre notamment aux aidants de mieux accompagner les Français. Donc là, c'est bien. Là, premier axe, c'est des médiateurs. Deuxième axe, c'est la création d'outils. Et puis, troisième axe, c'est favoriser le développement de lieux de proximité ouverts à tous. Là, on est sur, sur des lieux d'accès au numérique avec de l'accompagnement. Qui peut bénéficier de cet investissement? La collectivité territoriale ou les associations et les entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé le 17 novembre, notamment à destination là, des futurs médiateurs numériques. On peut, sur cette plateforme, postuler pour être conseiller numérique ou recruter un conseiller numérique. Pour ce qui concerne ces conseillers numériques, ils devront être préalablement formés. Et là, un appel, un marché public sera lancé auprès des organismes de formation qui seront sélectionnés pour former ces médiateurs numériques. 15e appel à projet. Là, on passe sur les appels à projets qui ne sont pas qualifiés, je veux dire. Les fonds d'investissement dans le réemploi et le recyclage. Là, c'est dans la continuité de la loi anti-gaspillage. Ces mesures-là visent à accélérer le développement de modèles de consommation circulaire et de limiter la production de déchets. Là, ça vise à permettre le déploiement, la structuration de filières de prévention, de tri, de recyclage, par exemple les ressourceries. Et puis, voilà, ce sont des mesures là d'accélération des investissements dans ce secteur-là. Là, pour cet appel à projet, il s'agit là de mettre en œuvre un soutien direct au fonctionnement des producteurs en matière de plastique de recyclage. Un soutien, alors là, c'est bien une aide au fonctionnement, mais aussi une aide aux investissements. Un soutien au réemploi et aux activités de réduction ou de substitution des emballages plastiques. Et un plan d'accompagnement de la filière. Il soutiendra aussi le développement de la réparation et de ressourcerie en vue du réemploi, c'est ce que je disais tout à l'heure, et d'accélérer la responsabilité élargie des producteurs. Donc là, on est bien sur le financement de ressourcerie, de investissement et fonctionnement qui peut bénéficier de cette mesure. Elle s'adresse aux PME, TPE, mais j'imagine que les associations peuvent candidater, même si ce n'est pas marqué officiellement. Calendrier de mise en œuvre, le soutien direct au fonctionnement des producteurs. Les dépôts de dossiers se font du 22 septembre 2020 au 15 septembre 2022. Et d'autres dispositifs seront déployés dans ce cadre-là sur la période 2021-2022, mais on ne sait pas exactement à quel moment. Enfin, 16e appel à projet, et après, on pourra répondre à quelques questions. Soutien à l'investissement, à la modernisation de l'industrie. Alors, je vais passer un peu rapidement peut-être. Mais là, c'est dans le cadre de la Direction générale des entreprises met en place un appel à projet qui vise à soutenir les projets d'investissement industriel. Alors, avec un volet national là, sur des secteurs stratégiques que sont l'aéronautique, l'automobile, le nucléaire, l'agroalimentaire, la santé, l'électronique. Et puis un volet plus territorial qui, quant à lui, cible des investissements industriels dans tous les secteurs qui sont susceptibles de démarrer rapidement.
alors, investissement industriel, hein, dans tous les secteurs, ça peut être l'industrie culturelle, ça peut être, j'imagine qu'on peut déposer un appel à projet dans ce cadre-là. Les projets attendus doivent être quand même d'au moins 200 000 €, donc ça commence à être du projet un peu important. Et donc, sur le volet territorial, je n'ai pas parlé du volet national ici, mais vous pourrez avoir accès à cette information. Les entreprises, groupements d'entreprises, associations ou établissements de formation peuvent candidater. Et ces projets seront dédiés sur les espaces de chaque région, seront inscrits dans une logique de proximité. Et on vous a mis le lien de la BPI notamment pour avoir accès à ces fonds-là. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er juin 2021 et sur le volet national, 3 dates successives, 26 janvier, 31 mars, 1er juin. Pour le volet territorial, les candidatures seront à déposer au niveau régional donc, et sont inscrites au fil de l'eau jusqu'à l'épuisement des fonds. Voilà, en gros, pour une présentation alors rapide et peut-être un peu descendante de ces appels à projets. Maintenant, on peut essayer de répondre à vos questions. Ok, alors du coup, pour ce temps de questions-réponses, alors je m'excuse parce que je n'ai pas pu répondre autant que je le souhaitais aux questions du chat, puisque j'ai dû gérer le diaporama. On va essayer d'en prendre quelques-unes. Et je pense qu'on peut aussi se permettre d'essayer de donner la parole à quelques personnes pour qu'ils posent directement leurs questions. Je remonte un petit peu dans le chat pour voir celles que je n'ai pas pu traiter, notamment. Sur l'appel à projet, non, question réponue. Il y a eu pas mal de questions sur l'appel manifestation d'intérêt, fabrique de territoire. Peut-être qu'on pourrait revenir sur celui-là. Il y a on a une question de admin. Peut-être vous pourriez prendre la parole. Je crois que je ne sais pas le nom. Y a-t-il une forme de redistribution de cette subvention sur les associations? Est-ce qu'on peut répondre à fabrique de territoire si on n'est pas dans un quartier QPV? Voilà. 2 questions déjà là-dessus. Alors, sur la redistribution d'une subvention, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire. Par contre, peut-être qu'on peut plutôt répondre sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur une notion de consortium. Donc ça, il faut le prévoir dans la réponse à l'appel à projet, y compris en conventionnant. Donc un chef de file répond à appel à projet, mais sur un groupement collectif. Et après, il faut mettre en place des conventions sur qui prend en charge quelle part du projet et puis comment on redistribue du coup les fonds sur cette partie-là. Ça, c'est une des possibilités, sûrement sur la redistribution. Et alors, sur la question des quartiers prioritaires, politique de la ville. Alors, attendez, je reprends ça. Voilà. Donc, ce sont sur territoire fragile. Il me semble que ça peut être en zone rurale ou en cœur de cœur de ville. Cœur de ville. Principalement, effectivement, autour des quartiers de politique de la ville, mais ça peut être à proximité immédiate de ces quartiers-là, donc pas forcément dans le quartier lui-même. Voilà, pour moitié en quartier prioritaire ou à proximité immédiate de ces quartiers prioritaires politiques de la ville, et pour l'autre moitié hors des grands centres urbains. Donc on n'est pas forcément obligé d'être dans un quartier politique de la ville. Question qui est assez récurrente. Il y a une question que je reprends, je reprends telle quelle. Ces appels d'offres sont destinés généralement à des structures ayant des fonds conséquents
au moins 2 fois le montant de la subvention. Et ça rejoint un petit peu d'autres questions sur est-ce que la taille de ma structure, est-ce que ma taille doit être suffisamment critique pour pouvoir répondre à ces questions? J'en ai une autre, par exemple, assez récente. Est-ce qu'une petite association culturelle qui s'autofinance avec un 20% de subvention pourrait postuler à des appels comme ceux que vous présentez? Un peu cette question de la taille. Est-ce qu'on peut répondre si on est une toute petite structure, justement, ou est-ce que c'est réservé aux gros? Alors, on peut répondre, rien ne l'interdit. Hein. D'ailleurs, c'est précisé dans certains appels à projets, quelle que soit la taille de l'association. Après, ça va dépendre des appels à projets. Je veux dire, il y a des appels à projets, effectivement, quand vous avez des budgets d'investissement d'un minimum de 100 000 euros. Bon, il faut s'interroger si, de toute façon, s'il faut perdre du temps à répondre à cet appel à projet parce qu'il y a des chances que vous ne soyez pas retenu. Mais souvent, rien ne l'interdit. D'ailleurs, moi, dans tous les appels à projets que j'ai présentés là, à aucun moment, j'ai vu de critères minimum de taille. Donc, c'est plus l'objet de l'appel à projet et votre capacité à être assez solide, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, à être assez solide dans votre trésorerie, dans votre fonctionnement qui vous disqualifiera ou pas de la réponse à ces appels à projets. Là, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est bien, ou en tout cas bien se renseigner sur comment sont financés ces appels à projets, quand est-ce que vous allez recevoir les fonds, sur quels critères vous allez recevoir les fonds, et est-ce que vous aurez la capacité de tenir les engagements, même si vous recevez 70% des fonds après que l'action soit terminée. C'est ça qui va déterminer. Et puis, on voit bien qu'il y a certains appels à projets qui sont plutôt ciblés sur les grosses structures. Le dernier que je vous ai présenté sur le soutien de l'investissement à la modernisation de l'industrie. Bon, ce n'est pas des petites structures. D'autres sont ciblés plutôt sur des fédérations. D'autres sont ciblés sur des groupements comme le fonds bio. Là, c'est plutôt sur des filières entières. Donc, c'est ça qui, je pense, oriente plus. Mais a priori, en tout cas, je n'en ai pas vu de critères de critères de taille. Après, pour certains appels à projets, là aussi, je ne l'ai pas vu dans ce cadre-là, mais il faut avoir une certaine année d'existence. Par exemple, il y a des appels à projets qui peuvent sortir et que vous ne pouvez pas candidater si vous êtes créé depuis moins de 3 ans, par exemple. Ça, il faut regarder ça dans les critères plus spécifiques des appels à projets. Merci, Joël. Alors, j'ai une autre question. Dans quelle mesure peut-on postuler à plusieurs appels à projets? Je comprends que cela ne doit pas être un problème car ces AAP sont en fait gérés par différents organismes nationaux ou déconcentrés de l'État. Donc, je vais te laisser répondre, Jean-Luc. Je pense qu'il n'y a évidemment aucun souci à répondre à plusieurs appels à projets. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que chaque appel à projet résonne avec mon projet associatif et est-ce que j'ai les moyens pour répondre à tous ces appels à projets? Ça demande du temps, des moyens humains, d'investissement. C'est ça, mais a priori, pas d'impossibilité de postuler à plusieurs appels à projets en même temps. Le principal risque, c'est la perte de temps, j'ai envie de dire, presque. Enfin, de la perte d'énergie. Perte de temps, oui, parce que ça prend quand même du temps, même si on s'est structuré pour pouvoir y répondre, et que des fois, on fait d'ailleurs... un projet peut peut-être correspondre à 2 appels à projets. Donc, du coup, on fait des fois du copier-coller. Hein. Donc ça peut nous permettre de répondre à plusieurs appels à projets. Mais la question, comme le disait Thomas, c'est est-ce qu'on aura après les moyens? C'est bien ce qu'il faut essayer d'identifier. Est-ce qu'on aura les moyens d'assumer cette charge de travail? Parce que il faut toujours se mettre dans l'idée qu'on... ça va paraître bête ce que je dis, mais qu'on peut être retenu dans cet appel à projet et voir dans les deux. Donc, on peut se dire, on candidate sur plusieurs, peut-être que comme ça, au moins, on en aura un. Sauf que si on a les deux, il faut aussi pouvoir l'assumer. C'est un peu comme dans des élections de ce qu'on entend de temps en temps. C'est moi, j'ai
j'ai candidaté au poste de maire, mais je ne m'attendais pas à être élu. Bah oui, mais par contre, si on est élu, il faut pouvoir assumer quand même la charge. C'est un peu ça aussi. La dernière question dans le chat. Alors, déjà, merci Jean-Baptiste. Au revoir, à bientôt. Vous ne financez pas ces projets, vous ne faites que les choisir. Alors, ce n'est pas, évidemment pas nous qui les choisissons. Nous, justement, ce n'est pas notre domaine d'activité. Justement, ça s'appelle un projet. On a essayé de travailler là-dessus parce qu'on s'est dit il y a un manque d'informations. Les structures ESS qui sont censées être les bénéficiaires ne sont pas informés de l'existence de ça. Mais on n'est pas du tout les institutionnels qui avons organisé ces appels à projets. C'est pour ça qu'on n'a pas l'info. On a essayé d'aller chercher un petit peu, mais parfois, ils vendent un appel à projet dont on n'a pas encore d'informations, donc on ne peut pas trop capitaliser dessus. Donc, on n'est pas du tout, nous, dans la décision ou dans la conception de ces appels à projets. Et encore moins, moi. Non. Je vois une question pour le plan pauvreté. Est-ce qu'il y a des contacts locaux, régionaux? Je pense que le mieux sur ces appels à projets-là, c'est les directions départementales de la cohésion sociale. Je pense que c'est eux qui seront plus à même de vous répondre. Oui, j'avais noté ta question, Mathieu. Il n'y a aucun appel à projet sur le thème de mobilité, ce qu'il trouve très surprenant. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Moi, je ne sais pas trop. Ma première estimation, ce serait qu'il y ait quand même... Enfin, explication, ce serait qu'il y ait quand même pas mal d'investissements fléchés sur mobilité douce qui passent par d'autres choses que de l'appel à projet. Notamment, je ne sais pas, le fait de laisser ouvert les parties cyclistes des décathlons, j'imagine qu'ils jugent que c'est suffisant pour le développement des mobilités douces. Mais pas trop d'autres explications à part des décisions politiques, pas d'argent dans tel ou tel secteur. J'en sais pas trop. Non, là non plus, moi je ne sais pas comment ont été choisis ces thèmes, si ce n'est qu'un groupe de travail s'est mis en place pour essayer de réfléchir à quelle priorité le gouvernement voulait donner à ce plan de relance. Et puis là, dans ce cadre-là, la mobilité n'a pas été intégrée. Mais peut-être qu'il y a des plans régionaux sur ces thèmes-là plutôt. Là, faut aussi essayer d'aller voir sur les conseils régionaux. Et moi, je vous invite à aller prendre contact quand même avec vos conseillers régionaux de circonscription, parce qu'ils sont quand même là pour ça, et puis à faire remonter ces demandes-là. Alors, les appels à projets sur l'éducation populaire, je vois une question dans ce cadre-là. Non, il n'y a pas d'appel à projet ciblé sur l'éducation populaire, même si on voit bien que dans les projets présentés, beaucoup de ces appels à projets, enfin certains de ces appels à projets, peuvent être mis en œuvre par les mouvements d'éducation populaire. Que ce soit sur la lutte contre le soutien des associations de lutte contre la pauvreté, enfin un peu sur tous les thèmes, faciliter l'accès à l'alimentation des personnes hébergées à l'hôtel. C'est bien la spécificité de l'éducation populaire qui a des champs d'intervention tellement diversifiés, que ce soit sur la culture, sur le tourisme social, sur la lutte contre les pauvretés ou les discriminations, que ce soit, bon voilà, vous connaissez un peu tout ça. Le champ d'activité est tellement diversifié qu'on peut répondre a priori à pas mal de ces appels à projets-là. Il suffit que, là aussi, je le répète, que ce soit au cœur de notre projet. Je veux dire, Ce que je vous invite tous à faire en fonction de votre département, c'est un peu de rester en veille avec ce sujet-là auprès de vos chargés de mission. Parce que nous, l'idée, c'est un peu de voir, suite à ça, quels vont être vos besoins d'accompagnement. Là, on est vraiment sur l'information assez descendante. Et encore, on n'a pas toujours tout le temps l'information. On fait du mieux qu'on peut. Mais au fur et à mesure où ça va tomber, vous allez sûrement avoir des besoins un peu plus précis d'accompagnement. Et il faut voir comment le DLA peut se positionner là-dessus, que ce soit, comme je l'évoquais en introduction, est-ce qu'on peut mettre des ateliers juste sur la méthodologie de réponse en général,
ou est-ce que si il y a 5-6 associations sur chaque département qui veulent se mobiliser pour répondre à tel ou tel appel à projet, on peut voir à quel point on peut mettre en place un peu un atelier collectif de réponse pour que tout le monde puisse capitaliser et avoir la meilleure candidature possible. Voilà, donc restez un petit peu en contact avec vos chargés de mission DLA. Nous, on va continuer à bosser entre nous là-dessus pour essayer de proposer des choses pertinentes sur ces appels à projets, mais ça marchera beaucoup moins bien si on n'a pas des remontées du terrain pour alimenter un petit peu ça.